bonsoir à tous. Donc, je suis ravie d'être présente parmi vous pour vous présenter un petit peu nos travaux de recherche. Donc, je suis Roxane Favier, donc, maître de conférence en sciences de gestion à l'IAE Savoie-Mont-Blanc, et je suis aussi responsable pédagogique d'un master de l'IAE qui est Management du tourisme durable, qui est donc en lien assez étroit avec la présentation que je vais vous faire ce soir. Donc, je ne suis pas toute seule. Alors, ma collègue n'est pas présente puisqu'elle a été mutée à l'université de Dijon, donc elle ne peut pas être présente parmi nous, mais en tout cas, on a travaillé ensemble pour construire cette présentation. Donc Isabelle Frochot qui a travaillé avec moi sur ce projet de recherche. Donc la présentation va se dérouler de la manière suivante. Donc c'est un petit programme que je vous propose ce soir dans le cadre de cet amphi pour tous. Dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu l'évolution du tourisme pour qu'on comprenne bien d'où l'on part, parce qu'on va avoir besoin de ces informations-là pour que vous compreniez après la teneur de nos propos. Ensuite, je vais vous présenter un petit peu les principaux impacts qu'a le secteur du tourisme actuellement, tant sur le volet économique, social, mais aussi environnemental. Je vais ensuite entrer un petit peu plus dans le détail avec le phénomène du surtourisme que je vais vous présenter, qui va nous occuper tout au long de cette présentation. Des résultats qui sont issus de travaux antérieurs que je vais aussi vous présenter, puisque notre étude qui porte sur le lac d'Annecy va être un petit peu une continuité, une prolongation de ces études qui ont été menées auparavant. Et ensuite, pour terminer, peut-être quelques pistes d'amélioration. On va s'inspirer de cas concrets, de cas de pratiques mises en place par certaines destinations touristiques pour voir ce qu'il est possible de faire à l'échelle de notre territoire et notamment de la destination du lac d'Annecy. Pour commencer donc sur l'évolution du tourisme, je vais juste faire un petit récap assez bref sur comment le tourisme a évolué et puis surtout quels sont les chiffres à retenir aujourd'hui concernant ce secteur-là. Alors le tourisme, il faut savoir que c'est un secteur d'activité qui est central dans notre économie, dans l'économie globale de manière générale. Ça représente une part importante du PIB mondial aujourd'hui. On est de l'ordre à peu près de 10%, ce qui est quand même assez conséquent. Le tourisme aussi emploie beaucoup de personnes. On compte à peu près un emploi sur 10 qui est réalisé dans le secteur du tourisme. Donc c'est un secteur d'activité qui a un fort besoin de main-d'œuvre. Il y a aussi ce qu'on appelle un effet multiplicateur, c'est-à-dire qu'un emploi dans le secteur du tourisme va générer un emploi et demi dans des structures, dans des domaines économiques qui sont connexes au secteur du tourisme. Les recettes totales d'exportation du tourisme international, on le voit donc dans le troisième petit encart, a atteint 1,4 billion de dollars en 2017. Donc c'est les recettes que les visiteurs internationaux ont concrètement laissées dans les caisses des destinations touristiques. Et pour terminer, donc le tourisme va représenter 7% du total des exportations des biens et des services et va intervenir dans environ 30% dans le commerce mondial de services. Tous ces chiffres démontrent que le tourisme est un secteur d'activité qui est aujourd'hui extrêmement important pour l'économie mondiale. Alors bien évidemment, je suis obligée de parler de l'impact de la crise sanitaire. Donc les conséquences de la pandémie ont été quand même assez conséquents. Le nombre d'arrivées de touristes internationaux a chuté de près de 70% en 2020 pour revenir en fait à son niveau des années 90. Donc l'année 2020 a été clairement la pire année que le secteur du tourisme ait connue. Avant le Covid, l'industrie touristique mondiale avait connu une croissance quasi ininterrompue, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, donc à peu près des années 80 jusqu'à 2019. Le nombre d'arrivées internationaux ont vraiment monté en puissance. On est passé d'environ 277 millions d'arrivées internationales à près de 1,5 milliard en 2019, donc c'est quand même une croissance assez fulgurante. Et puis comme le montre ce graphique, on peut voir que l'évolution de ce nombre de touristes a connu, on va dire, deux coups d'arrêt plus ou moins importants. En 2003, avec l'épidémie du SRAS,
qui a entraîné à peu près une baisse de 0,4% des arrivées internationales. Et en 2009, on a eu la crise financière qui a provoqué donc une chute de 4% des voyages internationaux. Donc on est quand même assez loin, entre guillemets, de ce qui a impacté en fait la crise sanitaire, avec une chute de 70%. On n'est plus du tout sur le même ordre d'idées. Là, ici, vous avez un petit peu des chiffres qui concernent le rebond touristique après la crise sanitaire. Donc, c'est un baromètre qu'a réalisé l'Organisation mondiale du tourisme. Hein, c'est le plus récent que l'on ait aujourd'hui. Donc, il y a un rebond quand même assez sérieux du tourisme international, bien qu'au niveau mondial, on est sur un niveau d'arrivée qui est encore à 43% plus bas que ce qu'on a pu trouver comme nombre d'arrivées internationaux dans les années 2019. Donc plus précisément, si on regarde vraiment par région géographique, on voit que l'Europe et le Moyen-Orient ne sont pas loin de retrouver leur niveau d'arrivée similaire à celui de 2019, ce qui est vraiment assez encourageant et qui démontre quand même que la reprise du tourisme s'est accélérée, surtout durant la première partie de cette année, de l'année dernière, donc l'année 2022, ce qui laisse quand même présager des jours meilleurs pour ce secteur touristique, bien qu'il y ait des impacts et des obstacles encore qui sont à surmonter. Du coup, j'enchaîne avec les impacts du secteur du tourisme. Alors, il faut savoir que depuis la crise sanitaire, le tourisme tel qu'on l'a connu, donc avant la pandémie, est complètement révolu. On est aujourd'hui dans une phase de transition où toutes les entreprises touristiques sont en train de réfléchir à proposer une offre de services, une offre de produits touristiques qui va veiller justement à respecter un certain équilibre entre trois piliers, donc les trois piliers du développement durable que vous voyez ici. Donc le pilier social, environnemental et économique. Alors ce n'est pas des plus évidents puisque le secteur du tourisme a quand même des impacts assez importants sur ces trois piliers-là, mais en tout cas les entreprises sont en train de réfléchir à minimiser, en tout cas, alors on ne peut pas forcément tout éviter, mais en tout cas minimiser la plupart de ces impacts. Je vais vous présenter rapidement les principaux impacts que le secteur du tourisme a aujourd'hui sur ces trois piliers-là et voir ensuite du coup quelles seraient les pistes d'amélioration pour minimiser ces différents enjeux. Alors sur le bloc économique tout d'abord, donc en termes d'impact positif, je balaye à la fois positif et négatif. Donc en termes positifs, on a trois catégories, on va dire, d'impact économique. On a bien évidemment le tourisme qui contribue assez fortement aux recettes publiques, donc c'est assez facile à mesurer grâce aux taxes qui sont payées notamment par les acteurs touristiques mais aussi par les visiteurs. Donc c'est tout ce qui est taxes de séjour mais aussi TVA. On vient d'en parler aussi, donc c'est un secteur qui génère énormément d'emplois. Alors le taux d'emploi aussi est facilement mesurable, bien qu'il faut faire quand même la distinction entre les emplois qui sont plutôt à temps plein, temps partiel et les emplois saisonniers, puisque la précarité n'est pas la même selon le type d'emploi. Et enfin, on a donc forcément une contribution au développement économique d'une région, donc plus une destination est touristique et plus elle va permettre à toute une région de se développer. Pour ce qui concerne un peu le pan, on va dire, négatif, on a une inflation qui est quand même à noter du fait du développement touristique de certaines destinations. Donc inflation, je parle notamment des biens et des services qui peuvent être un petit peu plus chers que dans d'autres villes, mais aussi l'inflation surtout des prix immobiliers, donc que ce soit pour les propriétaires ou les locataires. On a également des coûts opportunistes. Donc les coûts opportunistes, ça signifie qu'il y a certaines destinations qui vont tout miser sur le tourisme. Donc ils vont investir massivement dans ce secteur-là et donc moins investir dans d'autres secteurs qui en ont pourtant besoin, c'est-à-dire par exemple l'agriculture, l'artisanat, l'industrie, etc. On a également donc la dépendance de certaines destinations touristiques au tourisme justement. Le pays des Maldives par exemple est le pays qui est le plus dépendant au tourisme, donc 40% du PIB est issu du secteur du tourisme et donc avec la crise sanitaire on a eu une chute de ce PIB de 32%, ce qui fait que le pays est resté vraiment couvert de dettes après la pandémie.
Également le changement du paysage commerçant, disparition donc de boutiques, de magasins locaux, avec vraiment que les locaux connaissaient assez bien, avec maintenant des enseignes beaucoup plus multinationales, on va dire, qui viennent un petit peu chambouler ce paysage commerçant. Et enfin, augmentation des biens en location de courte durée qui vont engendrer des nuisances, notamment pour les résidents, tout ce qui est peut-être les bruits, les va-et-vient incessants dans des immeubles, etc., qui est aussi à relever. Les impacts environnementaux, alors il y en a plusieurs, mais j'ai vraiment souhaité me concentrer sur les impacts qui sont les plus virulents, on va dire, qui concernent le secteur du tourisme plus précisément. En point positif, on a une prise de conscience de la nécessité de protéger l'environnement qui se fait de plus en plus aujourd'hui. Des parcs nationaux qui ont été aménagés et des réserves naturelles également pour vraiment faciliter et ne pas déranger en tout cas la faune et la flore et son développement, avec des sentiers qui sont construits dans ces parcs-là à cet effet. Restauration des sites endommagés, voire disparus. Donc ça aussi, le tourisme permet vraiment d'avoir des investissements pour restaurer ces différents sites. Et sensibilisation, préservation et promotion des sites de patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc il faut savoir que l'UNESCO peut parfois donner des sanctions, avoir des sanctions qui peuvent être prises lorsque certains sites touristiques risquent d'endommager de manière assez irréversible le patrimoine. C'est déjà arrivé notamment à Liverpool, donc le port de Liverpool qui avait été un petit peu vraiment en dents de scie, qui a été un petit peu, un peu bousculé par l'UNESCO. Il est évident aussi que le secteur du tourisme génère de nombreuses pressions sur l'environnement. Donc là, vous avez quelques exemples d'impact négatifs. Donc on a plusieurs niveaux. On a au niveau déjà en amont de la fréquentation touristique, c'est-à-dire toute la nécessité de construction d'infrastructures, donc les transports, les hébergements, les restaurants, etc. Et on a aussi, donc, pendant le séjour des visiteurs, on a une surconsommation de ressources, notamment en eau et en électricité, qui est vraiment supérieure à la normale, et une production de déchets aussi qui est beaucoup plus importante qu'en temps normal. Les transports sont vraiment, on va dire, le point le plus visé, le plus polluant en tout cas pour ce qui concerne le secteur du tourisme, que ce soit pour arriver sur place, pour se déplacer dans la destination et pour repartir ensuite. Et puis on a d'autres éléments aussi à souligner, le raccourcissement des périodes d'enneigement. Ici on est fortement concerné par cela, ça menace notamment les stations de moyenne montagne. On a un recul du trait de côte, donc avec l'érosion des falaises notamment, on voit de plus en plus de campings qui disparaissent à cause de cette urbanisation. On a également donc, tout ce qui est accroissement de risques naturels, notamment les incendies. On l'a vu assez récemment, il y a quelques jours, dans le sud de la France, pas loin de Perpignan, où on a eu des incendies, le premier incendie assez important de l'année, et une hausse des températures qui peut altérer parfois le confort de certains visiteurs. Alors sur les impacts socioculturels, et ça sera vraiment mon propos de ce soir, puisque c'est ces impacts-là qui nous intéressent particulièrement, ce sont les impacts qui vont être générés, en tout cas plus majoritairement, on va dire, auprès des communautés d'accueil, et les interactions aussi entre les communautés d'accueil et les touristes. Et c'est assez difficile de mesurer ce type d'impact, contrairement aux impacts économiques ou alors écologiques, où on peut avoir des mesures scientifiques qui permettent justement d'évaluer la proportion de ces impacts. Les impacts socioculturels sont un petit peu plus difficiles à évaluer. Donc on a en point positif une redynamisation des industries, renaissance de certaines traditions qui étaient un petit peu laissées à l'abandon et qui grâce au tourisme en fait vont revivre, tout ce qui est de l'art, l'artisanat ou d'autres activités diverses. Renaissance des traditions, sensibilisation à la conservation du patrimoine culturel, donc ça c'est un peu les principaux impacts positifs. Et en négatif, on a des disparitions d'activités traditionnelles à cause d'une forte marchandisation. On a des disparitions par exemple d'activités de pêche, de chasse, d'agriculture, etc. au profit d'activités touristiques avec des hôtels, la construction de boutiques de souvenirs, etc. Une perte d'identité de certains territoires, une disparition de certains
savoir-faire, de compétences ancestrales. Une surfréquentation touristique, c'est-à-dire une pression qui est réalisée sur un territoire en particulier, et donc un ratio de touristes par habitant qui devient un petit peu trop important. Des difficultés de circulation, que ce soit le trafic ou le stationnement, une augmentation de la criminalité, tout ce qui est donc délinquance, drogue, alcool, etc. Une détérioration des espaces publics et enfin une folklorisation des cultures, c'est-à-dire qu'une culture peut être caricaturée, elle peut être mise en scène pour satisfaire la curiosité des visiteurs, leur besoin d'authenticité, de recherche d'authenticité, et donc certaines traditions, certains symboles d'une culture vont vraiment être instrumentalisés, marchandisés et vont devenir des objets de divertissement pour les touristes. Alors j'ai un petit exemple du coup assez concret pour que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit pour ce qui concerne la folklorisation. On a l'exemple du peuple Sami, je ne sais pas si ça vous parle, qui vit en Laponie sur des terres ancestrales depuis plusieurs millénaires, et ce peuple vit essentiellement de pêche, de chasse et aussi d'élevage de rennes. Et donc ils ont été peu à peu colonisés par la Finlande, la Norvège, la Suède et aussi un petit peu la Russie. Et donc leurs droits ont été peu à peu bafoués avec des constructions de chemins de fer, des exploitations de minerais qui ont vraiment de plus en plus empiété sur leur territoire et ont menacé leurs activités. Donc pour survivre, les Samis se sont donc tournés un petit peu vers le tourisme, ce qui leur a permis de faire perdurer notamment certaines traditions qui ne pourraient plus exister aujourd'hui. Mais certains de leurs produits artisanaux sont contrefaits, sont présentés comme authentiques dans les boutiques de souvenirs alors qu'ils ne sont pas produits par ce peuple-là, ce qui leur cause en fait une perte de revenus. Et puis il y a aussi des non-membres de cette communauté qui s'habillent de costumes traditionnels pour attirer justement les touristes, et même des personnes qui vont carrément construire des villages typiques de Samis alors que les Samis n'y habitent pas, justement pour satisfaire la curiosité des touristes. Donc ça, c'est un petit peu une dérive du secteur du tourisme, en tout cas sur l'aspect socio-culturel. Alors j'en viens à notre propos de ce soir, au phénomène qu'on va plus particulièrement détailler, sur lequel on va s'arrêter un petit peu plus longuement, c'est le surtourisme. Donc le surtourisme, ça a évolué, on va dire, ça a émergé dans un contexte notamment d'urbanisation. Il faut savoir qu'on est aujourd'hui dans un monde qui va être de plus en plus urbanisé. Donc on a un graphique ici qui montre assez bien qu'au cours des 3 prochaines décennies, le monde va passer de 56 à 68% de population urbaine. Donc en 2050 à peu près, les zones urbaines vont absorber à peu près la quasi-totalité de la population mondiale. Alors il y a eu une migration temporaire pendant la crise du Covid où justement certaines personnes ont quitté la ville pour aller un petit peu plus vers la campagne, mais ça ne va aucunement impacter en fait justement l'évolution de cette urbanisation. Donc on s'attend à ce que cette urbanisation soit toujours assez conséquente. Donc on a des questions qui se posent, notamment l'accueil de visiteurs dans ce contexte-là, avec de plus en plus de personnes qui vivent en ville. Comment on va gérer l'accueil de touristes qui sont de plus en plus nombreux. Alors le concept de surtourisme, le phénomène de surtourisme n'est pas un concept récent. Vous allez voir, on parle de surtourisme, même si on n'emploie pas ce terme-là, mais on parle de surtourisme en tout cas depuis les années 70, donc c'est quand même assez... c'est pas d'actualité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a médiatisé ce phénomène que depuis peu, donc depuis 2017 précisément, on parle de surtourisme de plus en plus dans les médias. Donc là, vous avez ici les requêtes Google, donc les mots-clés qui sont tapés sur Google ces dernières années, et on voit du coup un essor assez fulgurant de mots-clés en lien avec le surtourisme qui a commencé un petit peu à survoler au cours de l'été 2017. Alors une définition du surtourisme, alors il n'y a pas de définition encore qui font consensus, on va dire, dans la littérature académique, mais en tout cas, la définition qui est donnée aujourd'hui, qui est celle qui est la plus utilisée, c'est une augmentation excessive du nombre de visiteurs qui va entraîner une surpopulation dans les zones où les résidents subissent les conséquences des pics touristiques temporaires et saisonniers, et qui ont entraîné donc des changements permanents dans leur mode de vie, leur accès aux services et leur bien-être général. Donc, ce qui est important dans cette définition, c'est vraiment le rôle du résident qui est fondamental dans cette définition, et donc son bien-être est ici vraiment au centre de ce phénomène de surtourisme.
Alors, quelques facteurs sont en cause, on va dire, dans l'émergence de ce phénomène de surtourisme. Alors, on a des facteurs qui sont plutôt issus de l'économie et des évolutions sociétales. Bien évidemment, la saisonnalité fait en sorte que le surtourisme a émergé de manière assez imposante. Donc, le mois d'août est généralement le mois qui est consacré aux vacances et aux congés et donc au départ de certains Français dans des destinations touristiques. On a aussi une standardisation des produits et services touristiques. Donc aujourd'hui, on vend les mêmes choses, les mêmes activités, les mêmes prestations touristiques partout, dans n'importe quelle destination touristique. Donc les touristes, les visiteurs sont tout à fait à l'aise, confortables avec certaines prestations touristiques, puisque c'est des éléments qu'ils connaissent assez bien au final. L'émergence du low-cost aussi, forcément, a favorisé l'émergence du surtourisme, notamment le transport aérien a proposé des prix qui sont de plus en plus attractifs et qui a facilité les départs de populations vers des destinations touristiques. L'avènement des médias de masse, je pense notamment aux réseaux sociaux, médias sociaux, avec les influenceurs qui se mettent en scène dans certaines destinations touristiques, font découvrir sur les réseaux des destinations, des activités, des prestations touristiques pour donner envie justement à d'autres personnes, à leur audience, à leur communauté de venir également dans ces destinations-là. L'augmentation du pouvoir d'achat, bien évidemment, de plus en plus de personnes ont désormais plus de temps et d'argent pour voyager aujourd'hui. Et pour terminer, on a aussi un phénomène de mimétisme statutaire. Donc il faut savoir que le tourisme, à la base, était un voyage intellectuel réalisé par les aristocrates. Donc ils faisaient un petit peu un tour d'Europe et visitaient les musées et autres sites historiques pour construire un capital culturel et social. Les bourgeois ont ensuite voulu faire la même chose et donc ont décidé aussi de voyager de plus en plus. Alors moins pour se construire un capital culturel, mais plus pour dire j'y étais et donc prendre un petit peu plus d'ampleur, on va dire, de renforcer, on va dire, leur position dans l'élite. Et aujourd'hui, donc, on a un tourisme qui est complètement en rupture avec ses racines intellectuelles, mais en tout cas, c'était le départ, on va dire, le début du tourisme dans le monde, en tout cas en Europe. D'autres facteurs qui sont plus en lien avec la gouvernance des destinations touristiques, on a un manque d'approche systématique pour gérer les flux des destinations. Donc les destinations qui sont accessibles aujourd'hui par plusieurs modes de transport sont difficiles. Il est difficile de contrôler les flux dans ce type de destination-là et donc d'imposer peut-être un nombre limite de visiteurs au sein de ces destinations. Donc c'est un objectif un peu utopique que d'imposer ce chiffre-là. Un désaccord également des parties prenantes concernant les priorités qui a favorisé le surtourisme. Alors pour de nombreuses destinations, la seule priorité c'est la performance économique. Et aujourd'hui, malgré les débats sur le développement du tourisme durable, les élus, les résidents, les touristes et toutes les autres parties prenantes n'ont pas réussi vraiment à établir un schéma de priorité assez clair. Et donc cette cohésion, cette harmonisation qui fait souvent défaut dans la vision des parties prenante fait qu'on a du mal en tout cas à avancer aussi rapidement que l'on souhaiterait. Et enfin, les différentes couches de pouvoir des parties prenantes se chevauchent aussi souvent, qui rend le périmètre un petit peu d'action assez confus. Donc ça rend encore plus difficile pour les destinations touristiques de s'orienter vers un programme de priorité qui soit assez clair. Donc là, vous avez un schéma qui reprend un petit peu ce que je vous ai dit, donc tous les facteurs qui vont amener à un peu plus de surtourisme aujourd'hui. Alors, il y a une illustration que je voulais vous montrer ce soir qui est assez parlante. On a eu affaire à des files d'attente pour atteindre le sommet du mont Everest. Donc, c'est un parfait exemple, on va dire, de combinaison de ces différents facteurs facilitateurs qui coïncident avec un manque de contrôle des flux touristiques. Donc, cette photo est devenue assez célèbre et a ouvert en fait de nombreuses questions, de nombreux débats sur est-ce que l'ascension de l'Everest aujourd'hui est devenue une sortie touristique assez classique, comme toute autre
sorties touristiques? Est-ce que c'est accessible au commun des mortels? Est-ce que ce n'est plus accessible à des alpinistes chevronnés? Comment les autorités népalaises peuvent et doivent en limiter l'accès pour ne plus avoir affaire à ce genre de situation? Et les conditions aussi de vie sur le plan social, les conditions de vie des Sherpas qui sont là pour accompagner l'ascension des alpinistes, en tout cas des touristes, on ne sait pas plus trop comment les appeler. Voilà, comment aussi on se soucie un petit peu de leur bien-être et de leurs conditions de travail. Donc voilà un petit peu pour une image assez alors c'est pas tous les jours comme ça bien évidemment, mais en tout cas c'est arrivé au moins une fois. Le phénomène de surtourisme est associé à une autre notion qui est la capacité de charge d'une destination touristique. Donc c'est une notion qui est arrivée en France assez récemment, j'ai envie de dire, dans les années 80, avec la loi littorale notamment en 86. Et c'est resté pendant longtemps un concept assez flou, pourtant c'est un concept qui est essentiel pour ce qui concerne le phénomène du surtourisme. Donc c'est le nombre maximum de personnes qui vont visiter pendant la même période un endroit particulier sans compromettre son environnement à la fois physique, économique et socioculturel, et sans réduire la satisfaction des touristes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une capacité de charge touristique, et il y a certaines destinations qui sont en mesure aujourd'hui de pouvoir calculer cette capacité de charge pour gérer les différents flux touristiques. Alors un exemple, une attraction touristique a justement mis en place ce genre de calcul de capacité de charge. Vous avez les grottes de Waitomo en Nouvelle-Zélande qui sont réputées pour leur verre luisant qui fait que les grottes ont un peu un aspect assez féerique qui donne l'impression d'un ciel étoilé. Et donc pour cette attraction touristique, donc on calculait la capacité de charge de cette grotte avec plusieurs indicateurs assez concrets. La qualité de l'air, par exemple, notamment les niveaux de dioxyde de carbone, la température des roches, la température de l'air, l'humidité. Et toutes ces informations combinées avec un calcul un petit peu savant et quelques statistiques ont fait qu'ils sont capables aujourd'hui de réguler les flux touristiques et de savoir exactement combien de personnes peuvent accéder par jour à cette grotte en fonction de la fluctuation de ces différents éléments. Alors j'en viens du coup sur les résultats des études antérieures qui ont porté plus précisément sur ce qui nous occupe dans notre étude qu'on a menée plus précisément, c'est-à-dire les interactions entre les résidents, donc les communautés d'accueil et les touristes. Donc comment ça se passe pour cet aspect-là en tout cas, qui est donc difficilement mesurable aujourd'hui par des chiffres, par des calculs concrets. Et donc on a d'autres moyens pour essayer un petit peu de voir et de déterminer justement comment les résidents, une communauté d'accueil va accueillir le développement touristique de leur propre lieu de résidence. Alors comme je vous l'avais dit, c'est un concept qui est quand même assez ancien, le surtourisme, même si ça n'a pas été mentionné de cette façon. En tout cas, l'un des premiers chercheurs à avoir développé un modèle qui porte sur les impacts du tourisme sur les communautés d'accueil, c'est un chercheur qui s'appelle Doxey, en 1975, qui a élaboré le modèle que vous pouvez voir sur l'écran. Donc il a étudié la relation entre les touristes et les résidents dans les stations balnéaires britanniques. Et donc il a conçu un modèle qui s'appelle le Irritation Index, qui permet justement de voir plusieurs phases par lesquelles va passer les communautés d'accueil au fur et à mesure du développement touristique de leur lieu de résidence. Alors au tout début, on a une phase vraiment d'euphorie, c'est-à-dire que les résidents sont tout à fait enchantés d'accueillir les touristes, donc les touristes sont accueillis assez chaleureusement par les résidents. Il n'y a aucune encore stratégie de développement touristique qui est mise en place, mais les résidents, ils veulent interagir avec les touristes, ils veulent les aider, ils sont curieux, ils sont excités de voir qu'il y a des personnes qui viennent visiter un petit peu leur lieu de résidence, donc là tout se passe bien. On a ensuite une phase d'apathie, donc les résidents vont commencer un peu à prendre pour acquis les touristes, l'euphorie va un petit peu retomber, les résidents vont un petit peu plus s'ennuyer, notamment parce que les contacts vont devenir de plus en plus formels. Il y a des relations commerciales qui vont commencer à s'instaurer entre touristes et les structures touristiques qui sont mises en place, et donc les résidents ne vont plus chercher forcément à interagir avec les touristes, et donc ils vont un peu perdre d'intérêt envers eux.
Encore un petit peu plus loin, on a une phase d'irritation. Donc là, on a une destination qui arrive à une phase un petit peu de saturation. Mais plutôt que de limiter le nombre de touristes, les destinations vont au contraire construire de plus en plus d'infrastructures pour en accueillir de plus en plus. Et donc les résidents vont avoir l'impression un petit peu d'être dépossédés de leur lieu de résidence et que les touristes vont voler un petit peu leurs ressources, notamment énergétiques. Et donc ils vont commencer vraiment à éviter non seulement les touristes, mais aussi les lieux touristiques. Et enfin, donc la dernière phase, c'est l'antagonisme. Donc là, c'est vraiment la phase ultime d'irritation, on va dire, des résidents. Lorsque les touristes sont beaucoup plus nombreux que les résidents et que les coûts commencent un petit peu à surpasser les bénéfices, les résidents vont complètement protester contre les touristes, mais pas seulement, c'est aussi contre les organismes de gestion de destination qui ne sont pas en mesure de gérer les flux touristiques. Alors une illustration du coup de cette dernière phase un petit peu d'antagonisme, on a depuis l'été 2017 donc la médiatisation de ce concept de surtourisme, de plus en plus de mouvements anti-tourisme qui ont éclos un petit peu partout, notamment dans l'Europe du Sud. Donc vous avez ici Venise par exemple, où il y a des manifestations de résidents qui ont été réalisées pour notamment limiter le nombre de paquebots qui accostent dans la ville, avec un déferlement de touristes, de milliers de touristes chaque jour. Barcelone également, on a des mouvements, des associations qui se sont créées pour limiter et gérer davantage en tout cas les flux touristiques. On a Lisbonne aussi qui se sont associés un petit peu à ce mouvement social. Et donc il y a au total à peu près 16 destinations d'Europe du Sud qui se sont réunies, qui ont collaboré et qui ont donné naissance à ce qu'on appelle le réseau des villes du sud de l'Europe contre la touristification. Et donc ils travaillent ensemble justement pour travailler avec les pouvoirs publics pour limiter l'impact des flux touristiques, notamment sur les résidents. Alors, on a d'autres chercheurs qui s'appellent App et Crompton, donc un petit peu plus proches de nous, dans les années 90, qui ont élaboré un peu une stratégie. Quelles sont les stratégies que mettent en place les résidents aujourd'hui face au développement touristique de leur destination, enfin de leur lieu de résidence. Donc, eux, ils ont travaillé sur des communautés au Texas et ils ont interrogé sur les réactions qu'ils peuvent avoir face au développement du tourisme. Donc la première phase ici de stratégie de résidence, c'est l'acceptation. C'est la réaction la plus favorable que peuvent avoir les résidents face au développement du tourisme. Donc là, c'est les résidents qui accueillent encore une fois assez chaleureusement les touristes et bénéficient des retombées économiques de cette activité. On a ensuite une phase de tolérance. Donc ici, les résidents sont conscients qu'il y a des coûts, qu'il y a des nuisances qui sont issues du développement du tourisme de leur lieu de résidence, mais ils perçoivent des bénéfices économiques, ils perçoivent des impacts positifs, donc ils tolèrent, on va dire, le développement touristique de leur lieu de résidence. On a ensuite une phase plutôt d'ajustement. Donc ici, on a des résidents qui en viennent quasiment à planifier leur quotidien, leur mode de vie, en fonction de l'activité touristique, de façon à éviter, ou en tout cas minimiser, les inconvénients, les impacts négatifs de ce phénomène. Et enfin, dernière phase, on va dire la plus ultime, la plus en lien avec vraiment la manière d'accueillir les touristes, c'est la phase de retrait. Donc ici, dans cette phase-là, les résidents vont se retirer temporairement de leur lieu de résidence, soit physiquement, soit psychologiquement, mais en tout cas, ils évitent au maximum de vivre, de rester en tout cas pendant les périodes de forte affluence. Et enfin, dernier exemple ici d'une étude qui a été menée en 2000 sur l'arrivée d'un projet de casino dans une ville américaine. Et donc, il y a un modèle ici qui a été créé par cet auteur qui s'appelle Carmichael, où il a identifié des attitudes à la fois positives et négatives et qui ont donné lieu à des comportements soit passifs, soit actifs. Donc, ça peut aller de la promotion vraiment exacerbée de cette activité
projet de casino a complètement une opposition assez marquée à l'arrivée de ce nouveau projet. Donc ces résultats, ce qui était intéressant et ce que nous avons trouvé, je vous en parlais après dans notre propre étude, c'est que l'attitude des résidents ne se reflète pas nécessairement dans leur comportement. C'est-à-dire que des résidents peuvent avoir une attitude complètement défavorable vis-à-vis du développement touristique de leur lieu de résidence, mais ça ne va pas forcément avoir une relation de cause à effet avec leur comportement. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément manifester un comportement qui soit complètement hostile face aux touristes ou en tout cas au développement touristique de leur lieu de résidence. Alors, il y a plusieurs niveaux de perception des impacts du tourisme au niveau des résidents. On a une perception tout d'abord qui est plutôt directe. Donc là, c'est des changements assez significatifs dans le cadre de la vie sociale des résidents qui va être amené un petit peu à être bouleversé, aussi au niveau économique et au niveau spatial. C'est par exemple l'augmentation des prix des logements, les prix immobiliers qui va impacter directement les résidents et aussi la modification du paysage urbain, notamment du paysage commercial, comme je l'ai présenté tout à l'heure. Perception aussi indirecte des résidents. Donc là, il s'agit de la manière dont le tourisme va affecter directement la qualité de vie des résidents un niveau peut-être un petit peu plus personnel, quand par exemple les magasins qui sont de plus en plus bondés, notamment en période estivale. Donc on va essayer d'aller dans les magasins un petit peu plus tôt dans la journée alors qu'on avait l'habitude d'y aller peut-être en plein après-midi. Le bruit, notamment la nuit, alors qu'il n'y avait pas de bruit auparavant, on a de plus en plus de bruit au courant de la nuit. Le temps supplémentaire aussi qui est nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail, qui est aussi beaucoup mentionné par les résidents et qui va impacter leur mode de vie. Et enfin, perception des parties prenantes par les résidents, c'est la manière dont les résidents se sentent concernés, se sentent entendus par les parties prenantes. Alors, est-ce qu'ils se sentent négligés dans le processus de prise de décision des destinations touristiques? Est-ce qu'ils ont aussi des perturbations qui sont causées par les tours opérateurs, aussi par toutes les activités, prestations touristiques qui sont organisées dans leur lieu de résidence? Est-ce qu'ils sont impactés aussi par ces acteurs touristiques? Donc chacune de ces perceptions va affecter en fait le sentiment des résidents vis-à-vis du développement du tourisme dans leur lieu de résidence. Alors il y a des éléments qui vont influencer plus ou moins une perception plus ou moins importante, on va dire, des impacts du tourisme en fonction de sa propre situation. Forcément, quand on est impliqué dans le secteur du tourisme à titre professionnel ou personnel, on ne va pas percevoir le développement du tourisme de la même façon. Donc si on est employé dans une structure touristique, on va percevoir le développement du tourisme un petit peu plus positivement que si on ne l'est pas. Et à titre personnel, si on loue un bien immobilier ou une partie de son bien immobilier sur Airbnb par exemple, on va percevoir du coup le développement du tourisme aussi également plus positivement que ceux qui ne le font pas. La fréquence d'interaction avec les touristes aussi peut venir un petit peu faire varier la perception qu'ont les résidents des touristes. Donc si on a des interactions plus ou moins régulières ou pas avec eux. L'attachement à la communauté aussi, si on a un attachement qui est plus ou moins fort avec son lieu de résidence, sa communauté de résidence, on va avoir du coup une modulation de la perception du développement touristique. La distance aussi entre le lieu de résidence de la personne, donc là où la personne va forcément habiter, et les sites touristiques qui va influencer aussi cette perception-là. Le niveau de connaissance, est-ce que les personnes ont conscience des impacts positifs qu'a le tourisme aujourd'hui et qui leur permet d'améliorer un petit peu leur mode de vie, leur qualité de vie? Ce niveau de connaissance aussi peut venir influer la perception des impacts. Et enfin, on a aussi des études qui démontrent que selon l'âge, le genre, la durée de résidence, c'est-à-dire si on vient d'arriver dans une destination ou si ça fait des années ou voire des générations qu'on habite dans ce lieu, le type de résidence principale ou secondaire, ou encore le niveau de salaire et bien d'autres éléments qui vont aussi venir influencer la perception des impacts du tourisme par les résidents.
Du coup, j'en viens, après une présentation un petit peu étayée de ces différentes études, à l'état des lieux que nous avons mené sur la destination du lac d'Annecy. Donc, je vais vous présenter un petit peu la méthodologie que nous avons mis en place et les principaux résultats que nous avons obtenus grâce à cette étude qui est encore en cours. Alors, l'objectif de notre étude, c'était de proposer une typologie également enrichie des réponses comportementales des résidents en réaction au développement du tourisme dans cette destination touristique particulièrement qui est le lac d'Annecy. Donc on a fait le choix de travailler sur Annecy et les communes qui sont au pourtour du lac pour plusieurs raisons, puisque c'est une destination qui connaît surtout l'été qui flirte, on va dire, avec son maximum de capacité de charge touristique chaque été notamment. On a aussi une fréquentation de cette ville qui est beaucoup moins, on va dire, saisonnière, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de touristes tout au long de l'année. Et puis on a aussi le schéma géographique de cette ville qui est assez enclavée, qui est entre lac et montagne, qui fait qu'on ne peut pas pousser un petit peu le paysage, et donc ça fait qu'on a un accueil de plus en plus important du nombre de touristes sur un lieu qui ne peut pas être étendu autant que possible. Alors, nous avons choisi pour réaliser cette étude une méthodologie qualitative. Alors, je vais vous passer un petit peu les détails, mais en tout cas, c'est une méthode que nous avons utilisée on est parti sur cette méthode grâce à la richesse de l'information que l'on peut collecter. On peut vraiment rentrer dans les détails avec les différents résidents que nous avons rencontrés. Donc, on prend vraiment le temps d'échanger avec eux, parfois pendant 1 heure, 2 heures, sur vraiment leur ressenti en tant que résidents de l'évolution du développement touristique de leur lieu de résidence. Donc on a des échantillons qui sont assez petits, je reviendrai après dessus sur combien de personnes nous avons interrogées. On n'est pas sur une méthode quantitative avec un questionnaire où là on peut avoir vraiment une masse d'informations assez importante. Donc on ne fait pas de statistiques sur ces données-là, mais en tout cas on a une richesse, une profondeur de l'information qui est assez importante. Et on va procéder par saturation sémantique, c'est-à-dire qu'on va réaliser des entretiens et puis au bout d'un moment, lorsque nous n'apprenons plus de nouvelles informations, on arrête du coup de mener les entretiens, et c'est ce qui nous permet de savoir à quel moment il faut arrêter de faire des entretiens. En termes d'analyse, donc on a enregistré tous nos entretiens par moyen d'un dictaphone ou par l'application qu'on a sur les téléphones. On a retranscrit aussi tous nos entretiens pour faciliter l'analyse, et donc on a réalisé cette analyse avec un logiciel qui s'appelle NVivo, qui est spécialisé dans le traitement de données qualitatives. Donc on a codé vraiment chaque phrase, chaque paragraphe de résidents qu'ils ont prononcé dans leur discours. On a regroupé, on a créé des thématiques, on a regroupé ces thématiques, on a créé une arborescence thématique pour arriver à un modèle qui prend en compte justement ces différents thèmes, et donc je vais vous présenter juste après. Alors du coup, notre échantillon, donc on a interrogé 30 personnes, donc on a réalisé 30 entretiens qu'on appelle donc semi-directifs, qui a été conduit grâce à un guide d'entretien, donc avec des questions et des thèmes à aborder. Donc on a 12 hommes et 18 femmes qui ont été interrogés, âgés de 31 à 80 ans, donc on a fait en sorte d'avoir une certaine variabilité en termes d'âge, mais aussi en termes de lieu de résidence. Donc on a des résidents d'Annecy, de différents quartiers d'Annecy, mais aussi de communes qui sont au pourtour du lac. Alors, il y avait 2 conditions qui ont été imposées pour le recrutement de ces personnes-là pour réaliser les entretiens. Habitants donc, du bassin annécien, mais également non impliqués dans le secteur du tourisme. Puisque les études qui ont été menées précédemment ont intégré majoritairement des personnes qui étaient justement impliquées dans le secteur du tourisme, ce qui a donné des résultats un petit peu disparates. Et donc nous, on a souhaité justement se concentrer sur les personnes qui ne sont pas impliquées dans le secteur du tourisme pour ne pas avoir de biais, on va dire, dans la production de leur discours.
Donc les objectifs, c'était de collecter les impressions, tant positives que négatives, des résidents à l'égard du développement touristique de leur lieu de résidence, donc le lac d'Annecy, leur relation aux touristes, leur perception du rôle et des autorités locales, et aussi les évolutions souhaitées, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils aimeraient que la ville, l'agglomération mette en place pour gérer les flux touristiques. Alors les résultats sont les suivants. Alors, les résidents nous ont beaucoup abordé les coûts sociaux qu'ils percevaient. Alors notamment ce qui est revenu, on va dire en premier lieu, c'est la circulation qui est difficile sur Annecy et plus particulièrement dans la vieille ville et autour du lac, particulièrement en été. Donc je vous mets à chaque fois des petits verbatims, des petites citations qui émanent directement des personnes que nous avons rencontrées. Donc par exemple Christine qui nous disait que le lac est très difficile à aborder, on ne peut plus se permettre ce genre de choses, on n'avait pas l'habitude de jouer des coudes pour aller à la plage, aujourd'hui on n'y va plus. Donc on voit ici aussi un comportement qui a été dévié, qui a changé du fait du développement touristique de ce lieu de résidence. Un sentiment de foule aussi, qui s'étend à la montagne, c'est pas particulièrement concentré sur la ville, mais aussi à la montagne, c'est-à-dire que pour randonner, on va aller un petit peu plus loin, on va s'éloigner des montagnes qui sont proches d'Annecy, puisqu'elles sont elles aussi bondées de touristes, notamment pendant la période estivale. En termes d'usage des ressources touristiques, notamment le temps supplémentaire qu'il est nécessaire aux personnes pour aller travailler pendant la période estivale notamment, qui s'est rallongé. Donc par exemple Jean-Louis qui nous disait qu'en moyenne il faut 20 minutes à 30 minutes, mais de là à passer à 1h15 ou 1h30 en milieu de journée, on n'avait jamais vu des choses comme ça. Donc ça c'est aussi des choses qui ont impacté indirectement les résidents du bassin annécien. Les nuisances sonores aussi, qui sont aussi beaucoup revenus, que ce soit dans la ville mais aussi dans les campings qui sont situés au pourtour du lac d'Annecy, qui ne respectent peut-être pas forcément les heures à laquelle il faut arrêter la musique, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi remontées. La pollution atmosphérique qui est un peu plus dégradée en période estivale, ou alors même la pollution, que ce soit par les déchets qui sont un petit peu plus présents, on va dire, dans la ville ou sur les plages. Donc là, vous avez un exemple aussi de Florian qui nous dit que si vous baladez dans les rues d'Annecy, c'est des monticules de déchets par terre, des masques, et les plages en fin de journée, c'est pareil, c'est jonché de détritus dans tous les sens. Nous avons aussi remarqué, au-delà des perceptions des coûts sociaux par les résidents ont un sentiment de déséquilibre en termes d'échange avec les touristes, c'est-à-dire qu'ils perçoivent davantage plus de coûts que de bénéfices. Et même, il semble que certains d'entre eux semblent ne pas avoir assez d'informations quant aux bénéfices du tourisme pour le bassin annécien. Donc on a par exemple Lionel, je vous fais un petit résumé, qui ne voit pas du tout ce que apporte le tourisme pour lui en tant qu'individu, en tant que résident. Qu'est-ce que le tourisme lui apporte à titre personnel pour améliorer sa qualité de vie, pour améliorer les infrastructures qu'il a l'habitude de fréquenter. Il ne voit pas, en fait, en tout cas, il n'a pas l'information sur ce qui peut être bénéfique et qui peut du coup émaner directement du secteur du tourisme. On a aussi constaté que les résidents évitaient de plus en plus les situations d'interaction avec les touristes, c'est-à-dire qu'ils ne recherchaient pas du tout le contact avec eux. Et lorsqu'il y a contact, on est plutôt sur des interactions qui sont assez conflictuelles. Lorsque les touristes ont des comportements qui ne sont pas forcément acceptés par les locaux, par les résidents, je pense par exemple à donner à manger aux canards ou aux cygnes, alors que c'est strictement interdit, et que les touristes n'ont pas forcément connaissance ou vont au-delà du règlement. Donc ça, c'est un comportement qui révolte souvent les résidents, et les résidents font souvent cette remarque aux touristes qu'ils rencontrent, et donc ça donne lieu parfois à des interactions qui peuvent être un petit peu conflictuelles. Focalisation sur les besoins des touristes. Ici, les résidents pensent que les infrastructures, les magasins, les prestations qui sont proposées par la ville
ville par la destination sont plutôt orientées touristes. C'est-à-dire que quand vient la fin de l'été, tout le monde ferme boutique, il n'y a plus de prestations, il n'y a plus de boutiques forcément ou de restaurants qui restent ouverts pendant le reste de l'année. Donc ils ont vraiment l'impression que les besoins sont focalisés plutôt sur les touristes et moins sur les résidents le reste de l'année. On a une évolution graduelle des magasins donc vers des produits aussi qui sont de plus en plus tournés pour les touristes et moins pour les résidents. Donc il y a plus par exemple de magasins de vêtements estivaux et il y a moins de commerces de proximité comme des poissonneries, charcuteries, etc. Et donc la perception que l'essentiel aussi des événements qui sont organisés par la destination sont élaborés à destination des touristes et les résidents sont moins impliqués, on va dire, dans la gestion et l'organisation de ces événements. Donc les résultats révèlent vraiment un déséquilibre de l'échange entre les résidents et les touristes, donc à l'avantage des touristes. Il y a plus de coûts qui sont perçus que de bénéfices par les résidents. Ils ne perçoivent pas, ou en tout cas très peu, les bénéfices qui sont inhérents au tourisme à la hauteur donc, des coûts qu'ils supportent. Ils n'ont pas l'information, en tout cas, des bénéfices qu'ils peuvent percevoir grâce au tourisme. Des interactions qui sont donc soit purement informationnelles, c'est-à-dire un touriste qui interpelle un résident pour lui demander un petit peu son chemin, donc ça s'arrête là, ou alors qui est parfois un petit peu plus conflictuel. Mais au final, on a peu ou pas de résistance qui est ouvertement marquée de la part des touristes. On a fait donc une typologie un petit peu à l'image de Happé Crompton des années 90. On a fait une typologie des réponses comportementales propres aux résidents du bassin annécien. Donc on a un niveau un petit peu plus détaillé avec un impact graduel que je vais vous présenter maintenant pour terminer sur les résultats de notre étude. Alors premièrement, adoption-tolérance. Donc l'étude n'identifie pas totalement des mécanismes d'adoption. Alors c'est pas surprenant dans le sens où nous n'avons pas interrogé des personnes qui sont impliquées dans le secteur du tourisme. Les retours positifs que l'on a relèvent plutôt essentiellement d'une tolérance qui est assumée. C'est-à-dire que les habitants, pour les retours positifs qu'on a eus, sont conscients de la qualité de vie et la beauté des paysages qu'offre donc la destination du lac d'Annecy, et donc ils trouvent ça normal que ça attire des touristes. Donc pour eux, l'activité touristique est perçue comme une marque de reconnaissance de la valeur de leur territoire. Leur territoire a une valeur, a des paysages très attractifs, une qualité de vie très attractive également pour les touristes en tout cas, et donc c'est normal que les touristes viennent visiter cette destination touristique. Donc, par exemple, Lionel qui dit on a la chance d'être dans une belle région qu'on a envie de partager avec les gens, etc. Ensuite, on a un deuxième niveau de réponse comportementale qui est un ajustement temporel et ou géographique plutôt temporaire ici. Alors les ajustements temporaires, c'est plutôt des décalages en termes d'horaire d'utilisation de certains services ou des déplacements géographiques temporaires. Donc, par exemple, on va planifier son mode de vie, son quotidien de manière différente. Donc, on va aller au lac plus tôt le matin. On va aller aussi au marché de la vieille ville plus tôt le matin. On va aller hors saison, en semaine. On va s'éloigner aussi des montagnes. Si on veut faire de la randonnée, on ne va pas aller sur les montagnes qui nous environnent. On va aller un petit peu plus loin. Donc, on va ajuster un petit peu son quotidien en fonction de l'activité touristique. On a aussi une stratégie d'ajustement géographique temporaire qui consiste à utiliser ses propres connaissances en tant que local pour essayer d'utiliser des ressources touristiques qui sont un petit peu moins connues des touristes, c'est-à-dire aller dans un lac un petit peu plus loin, aller faire une attraction touristique qui est un petit peu moins réputée, moins connue, en tout cas pour l'instant. Donc profiter de ces connaissances-là pour faire ces activités-là. Donc là, par exemple, nous avons une personne qui nous disait que vers février, connaissait des endroits qui étaient un petit peu moins fréquentés pendant la période estivale.
On a noté aussi, comme les chercheurs avant nous, un retrait localisé ou saisonnier, c'est-à-dire que certains résidents préfèrent quitter le bassin annécien pendant une partie ou pendant toute la saison estivale. Donc les habitants ont soit de la famille ou des amis dans d'autres régions et ils vont y passer l'été, ou alors ils vont investir dans une résidence secondaire dans une région moins chère pour y passer l'été. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est assez revenu, c'est-à-dire que nous l'été on n'est pas présent, on est très peu présent, on en profite justement pour partir ailleurs, pour laisser un petit peu la place aux touristes et ensuite récupérer un petit peu notre territoire à la fin de la période estivale. Donc on a vraiment ce sentiment un petit peu de dépossession du territoire pendant la période estivale qui est assez imposante tout au long des entretiens que nous avons menés. Alors pour ces habitants, les pressions estivales liées au tourisme sont trop lourdes à supporter, donc ils savent que l'utilisation de leur territoire en été est vraiment semée de nombreux obstacles et donc ils vont préférer tout simplement déménager temporairement pendant cette période-là pour profiter de leurs vacances. Et enfin, on a un retrait définitif. Donc par définition, on n'a aucune personne que nous avons interrogée qui ont fait le choix de quitter Annecy, même si certains commencent un petit peu à y réfléchir. Mais par contre, toutes les personnes que nous avons interrogées ont dans leurs entourages des amis, des familles, des collègues qui ont fait le choix de quitter carrément le bassin annécien après un ras-le-bol en fait de toutes ces pressions et de toutes ces externalités négatives qu'ils ont pu subir. Ils sont partis ailleurs et donc nous avons mené une deuxième étude qui porte justement sur ces anciens résidents du bassin annécien qui ont fait le choix donc de quitter Annecy pour des raisons bien sûr autres que professionnelles par exemple, et donc on a fait des entretiens aussi, une dizaine d'entretiens avec ces personnes-là et donc on est en train d'analyser les résultats. Alors schématiquement, ce que ça donne, alors c'est pas très lisible, hein, mais on a une espèce d'impact graduel qui se fait au fur et à mesure du développement touristique de la destination. Alors on n'a pas identifié, comme je l'ai dit, une résistance clairement affichée ou même des seuils de basculement du rejet du tourisme, mais notre étude détaille un petit peu l'effet progressif du développement touristique de la destination du lac d'Annecy sur les comportements des habitants et donc les stratégies qui sont associées un petit peu à ces impacts-là. Donc il faut imaginer ça comme une espèce de onde de choc qui va pousser peu à peu les populations résidentes à s'éloigner progressivement des lieux et des pratiques qui jalonnent leur quotidien jusqu'à potentiellement décider de quitter définitivement le bassin annécien. Donc cette étude permet d'apporter un éclairage détaillé de l'évolution chronologique de ces comportements et de démontrer que le surtourisme a la capacité, le pouvoir de rejeter progressivement les populations résidentes vers les frontières de la destination, voire même au-delà des frontières. Alors on est loin bien sûr des niveaux de mouvements anti-tourisme que l'on a pu constater dans des villes d'Europe du Sud comme par exemple Barcelone, Venise, etc. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, qu'il faut avoir conscience de ces sentiments, de ces perceptions qu'ont les résidents du bassin annécien et de voir un petit peu comment il est possible d'éviter dans le futur qu'on en arrive à des niveaux tels que certaines destinations touristiques ont pu connaître par le passé et connaissent encore aujourd'hui. Donc juste pour terminer ma présentation en quelques minutes supplémentaires pour les pistes justement de recommandations que l'on peut faire, alors bien sûr sur la destination du lac d'Annecy, mais même au-delà de cette destination-là, toute destination touristique qui connaît un petit peu aujourd'hui une surchauffe touristique. Alors il y a des réponses aujourd'hui qui sont apportées par des destinations touristiques et des stratégies de pouvoir public qui sont proposées par les politiques et les industries du tourisme. Donc avant de présenter quelques stratégies, je vous montre un petit peu le continuum des réponses apportées aujourd'hui par les pouvoirs publics dans toutes destinations touristiques confondues. Tout d'abord, il y a certaines destinations qui font le choix d'ignorer et de ne rien faire. Donc ça, c'est un petit peu le premier niveau. C'est une stratégie
stratégie qui est assez répandue toutefois, lorsque le modèle notamment de croissance économique locale dépend fortement du secteur du tourisme. On est souvent sur une stratégie d'ignorer et de ne rien faire. On a aussi des pouvoirs publics, des destinations qui s'accompagnent plutôt de tentatives de délégitimer les contestations en les qualifiant de tourismophobes, c'est-à-dire des personnes qui haïssent le tourisme et les touristes. Donc les médias sociaux, les acteurs de l'industrie du tourisme et les nombreux pouvoirs publics vont accuser les détracteurs du tourisme justement d'être égoïstes, d'être intolérants, d'être hypocrites et d'affirmer donc que leurs critiques vont menacer la prospérité économique de leur destination. Autre stratégie, certaines destinations ont fait le choix de faire des ajustements mineurs de la politique, mais ça reste quand même de l'ordre du symbolique. Hein. Donc il y a des destinations qui ont mené des modifications vraiment à petite échelle, comme par exemple investir dans des caméras qui vont permettre de mesurer plus ou moins les flux touristiques, ou alors sensibiliser davantage la population locale aux bénéfices économiques du tourisme. Mais ça reste vraiment assez à la marge. Et enfin, dans de rares cas, on a des actions vraiment politiques substantielles qui visent à modifier la gouvernance du tourisme de manière assez majeure. C'est le cas de Barcelone, hein, c'est le cas le plus marquant aujourd'hui. Les résidents ont fortement influencé la politique publique en matière de tourisme dans cette destination. Alors il y a plusieurs façons de faire quand on est une destination touristique pour essayer un petit peu de limiter ou en tout cas de mieux gérer le flux touristique, notamment de communiquer de manière transparente. Là vous avez les calanques, donc si vous allez sur le site internet du parc des calanques, vous pouvez voir donc sur l'un de leurs onglets comment on peut survivre aux calanques mais aussi survivre aux autres. Et donc vous avez des images, des photos qui ne mettent pas du tout en valeur les calanques, c'est-à-dire que vous avez des photos de plages des calanques qui sont complètement bondées, où il y a énormément de monde. Et donc la municipalité de Marseille, hein, mais aussi le parc national des calanques ne se cache pas de mettre des messages volontairement décourageants, comme par exemple l'eau est froide, l'accès est difficile, pour éviter la foule, il vaut mieux venir en automne ou en hiver, mais ne venez surtout pas en été, parce que vous allez avoir affaire à ce genre de situation avec des plages, des calanques qui sont complètement bondées. Donc ça, c'est une première chose, hein, une communication transparente, et aussi pour certaines destinations, c'est limiter la communication, c'est-à-dire arrêter complètement de faire la promotion de la destination touristique. Beaucoup de résidents du bassin annécien nous ont dit mais chaque été, chaque semaine, il n'y a pas un jour où dans les journaux télévisés, on ne parle pas du lac d'Annecy. Et nous, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, il y a déjà assez de monde comme ça et ça va attirer encore plus de monde. Donc il y a certaines destinations qui ont fait le choix d'arrêter complètement de faire la promotion de leur destination touristique puisqu'ils n'avaient absolument pas besoin d'avoir encore plus de touristes puisque la destination était déjà largement connue. Une autre stratégie, c'est de favoriser la dispersion spatiale des visiteurs, notamment ce qu'on appelle la gamification, donc c'est-à-dire utiliser des applications, des jeux, pour essayer de disperser les visiteurs au sein d'une destination touristique. Donc là, vous avez Londres, par exemple, qui ont lancé un jeu, une application qui s'appelle Play London et qui va un petit peu dispatcher les visiteurs dans différents endroits, différents quartiers de Londres, avec des jeux à réaliser sur place pour gagner des points et échanger ces points ensuite contre des réductions ou d'autres promotions dans certains cafés, restaurants ou autres magasins. Donc ça, c'est une manière aussi de répartir, on va dire, de manière un petit peu plus équitable les visiteurs sur le territoire. Il y a aussi la dispersion temporelle des visiteurs, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers, par exemple là c'est un quartier qui s'appelle le Bukchon Hanok Village, donc qui est au cœur de Séoul en Corée du Sud, qui est réputé pour ses maisons traditionnelles qui sont vraiment bien préservées. Et donc ils ont mis en place, un peu comme un musée, alors que c'est un quartier résidentiel, ils ont mis en place des heures d'ouverture et de fermeture.
Donc c'est-à-dire avant une certaine heure, les visiteurs n'ont pas le droit de venir prendre des photos et de visiter ce quartier, et idem en fait pour la fin de la journée. Donc il y a vraiment des mesures qui sont mises en place pour limiter justement l'afflux touristique sur certaines plages horaires. Il y a des communes aussi, enfin des destinations, donc là vous avez Venise, qui essayent justement d'assurer, de garantir en tout cas un bénéfice aux communautés d'accueil. Donc Venise a récemment proposé une taxe de débarquement. Donc c'est la municipalité qui a proposé ça. Donc c'est une taxe qui doit être payée par les visiteurs qui viennent passer la journée, donc qui viennent des paquebots notamment, et qui pourrait remplacer à terme la taxe de séjour. Donc cette taxe, selon la fréquentation touristique du jour, peut aller jusqu'à 10 €. Et donc l'argent collecté serait ensuite, partiellement en tout cas, utilisé pour dédommager les résidents des désagréments qui sont causés par les touristes. Donc ce n'est pas encore effectif, mais en tout cas c'est une idée qui est posée sur la table de dédommager économiquement parlant donc les résidents qui subissent les désagréments des touristes, notamment qui viennent pour la journée. Impliquer les résidents dans le processus de décision, ça c'est très rarement fait aujourd'hui par les destinations touristiques, d'impliquer les résidents dans la prise de décision qui sont en lien avec le tourisme. Donc là vous avez un exemple de la ville de Bruges qui a mené une étude et qui a demandé donc aux résidents s'ils avaient l'impression d'avoir un peu voix au chapitre dans la prise de décision des activités, des développements touristiques de leur ville. Et on voit que vraiment une très grande majorité d'entre eux n'ont pas l'impression d'être considérés par les pouvoirs publics en ce qui concerne en tout cas les prises de décision dans le secteur du tourisme. Et quand on leur demande est-ce qu'ils aimeraient justement être davantage impliqués, on voit qu'effectivement oui, ils aimeraient être davantage impliqués dans ces prises de décision. J'ai un exemple qui est vraiment récent et qui même n'est pas encore passé, c'est Only Lyon, qui est l'organisme de gestion de destination de la ville de Lyon, qui va organiser le 2 mai prochain une rencontre habitants et donc qui a créé des ateliers, co-créer en fait des solutions directement avec les habitants. Donc vous pouvez, les habitants, les résidents du bassin lyonnais peuvent s'inscrire gratuitement pour ces ateliers-là et venir donc échanger avec les décideurs, les acteurs publics des différentes orientations à prendre en ce qui concerne le tourisme pour la ville de Lyon. Sensibiliser les visiteurs aussi, donc communiquer les visiteurs sur les bons comportements à adopter dans certaines destinations. Alors c'est très propre à des destinations qui sont surtout très festives. Là vous avez l'exemple d'Amsterdam qui a lancé une campagne de communication sur comment mieux respecter la ville et comment mieux respecter les règles qui sont en vigueur dans cette ville, dans cette destination. Donc par exemple, si vous jetez des déchets par terre, vous aurez 140 € d'amende, et si vous jetez dans les poubelles, c'est gratuit. Donc ils ont fait un petit peu une campagne de communication autour de ça pour réduire les comportements indésirables de la part de certains profils de touristes qui sont plutôt des jeunes qui viennent plutôt des Pays-Bas, de l'Angleterre, et qui viennent souvent faire des enterrements de vie de jeunes garçons, etc. à Amsterdam. Et donc ils ont mis en place cette campagne de prévention pour sensibiliser les visiteurs sur les bons comportements, avec le slogan, voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais si vous vous comportez mal, cela peut vous coûter cher. Aussi, une bonne pratique, c'est de mettre en place un tableau de bord avec des indicateurs clés. La ville d'Édimbourg le fait, donc des indicateurs en utilisant le big data et les nouvelles technologies. Donc il faut avoir un investissement quand même assez important pour évaluer la performance du tourisme et les impacts que le tourisme génère sur le territoire et aussi pour les résidents. Et donc avoir plein de données comme ça, évolutives, longitudinaux, peut permettre justement de prendre des décisions sur le long terme sur ce qu'il faut mettre en place ou pas comme mesure, comme pratique pour freiner justement certains flux touristiques. Réguler les flux touristiques. Alors pour certaines destinations, il peut être très difficile de favoriser une dispersion géographique ou temporelle des visiteurs. Dans ce cas-là, ils n'ont pas d'autre moyen de prendre des mesures un peu drastiques pour réguler les flux des visiteurs. Donc les mesures les plus drastiques, c'est par exemple l'imposition d'une jauge de visiteurs dans certains lieux, interdire les voitures aussi de circuler dans certains centres-villes, interdire certaines activités comme
comme la location saisonnière, les Airbnb sont proscrits dans certaines villes, en tout cas dans certains quartiers. La fermeture des bars et des restaurants à une certaine heure, ou encore les visites guidées du type Segway par exemple, sont aussi interdits dans certaines destinations touristiques. Donc c'est peut-être des taxes, des droits d'entrée aussi à payer à l'avance, réservation à l'avance, donc tout cela doit être bien réfléchi en amont. Donc vous avez Dubrovnik par exemple, c'est l'exemple que j'ai ici, qui a mis en place donc ces mesures un petit peu plus drastiques, c'est-à-dire qu'ils ont eu affaire à une augmentation du nombre de visiteurs, surtout depuis la diffusion de la série Game of Thrones, et donc ils ont dû installer plusieurs caméras de surveillance pour comptabiliser en temps réel le nombre de visiteurs au sein de la vieille ville, et donc ils ont aussi lancé une campagne pour limiter le nombre de visiteurs à l'intérieur de la vieille ville. Ils ont interdit de nouveaux restaurants d'ouvrir, ils ont fermé 80% des boutiques de souvenirs, ce qui n'est pas rien, justement pour favoriser d'avoir des commerces un petit peu plus de proximité. Ils ont autorisé uniquement 2 paquebots par jour, alors qu'avant il y en avait beaucoup plus. Donc voilà, des mesures qui ont été prises vraiment par ces destinations de manière assez importante. Limiter les capacités d'accueil, donc là vous avez l'exemple des Baléares qui ont décidé de geler leur parc hôtelier jusqu'en 2026, donc plus aucune construction d'infrastructures hôtelières n'aura lieu aux Baléares jusqu'en tout cas 2026, et ça pourrait être même reconduit pour les années futures. Réguler le nombre de résidences secondaires aussi, c'est notamment une idée qui est sur la table en Bretagne, un élu breton qui a proposé justement d'établir un statut de résident permanent quelque part, et seuls les résidents permanents auront la possibilité d'acheter une propriété au sein de territoires en particulier, et donc pour limiter justement le nombre de résidences secondaires sur ce territoire. Voilà pour les quelques recommandations que je pouvais vous proposer ce soir suite à notre étude que nous avons menée. Donc si vous avez des remarques, des questions, des réactions suite à cette présentation, voilà, n'hésitez pas à prendre la parole. Je vous remercie pour votre attention.